L'ADN d'Harley-Davidson, c'est les événements. Si tu avais 1, 2, 3 conseils à donner. On a vraiment été les précurseurs à ce moment-là. Donc je suis aujourd'hui avec Alessandro Bevilacqua, on va dire Alex, comme d'habitude. Ouais. Donc tu es le deuxième invité de ce nouveau podcast, le podcast de Line Up Team. Je rappelle un petit peu le concept, c'est interviewer des entrepreneurs, on va dire plutôt locaux, qui peuvent être proches et parler à beaucoup de monde autour de nous. Et en tirer beaucoup d'enseignements, en tirer de l'énergie et être un petit peu boosté par tous ces parcours et toutes ces histoires. Donc ce qui nous intéresse aujourd'hui avec toi, c'est d'abord un petit peu te présenter l'aspect Harley-Davidson. Tu travailles avec une marque très très forte, très très puissante. Tu es très très bon dans le marketing événementiel, ce qui est très important aussi pour vous. Donc il y a beaucoup de choses à tirer de ça. Tu es aussi dans le football en tant que président du club du FC Flenu. Et il y a aussi l'aspect familial, je pense, qui va être intéressant. Tu as une belle petite famille, je pense que tu vas pouvoir un petit peu nous expliquer comment on fait un petit peu l'équilibre entre des emplois du temps hyper chargés et cet aspect familial. Donc tu es OK un petit peu avec tout ce programme ? Ouais, sans aucun problème. Nickel. C'est avec tout ce programme que je vois que le temps passe très vite, quoi. Est-ce que, dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter simplement ? Alessandro Bevilacqua, je suis concessionnaire Harley-Davidson à Mons et je suis également le président du FC Flenu. Et accessoirement, je m'occupe aussi du vin des champions et je fais venir parfois des personnalités du monde du football comme Ronaldinho et Roberto Carlos dans peu de temps. Nickel. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton âge et nous reparler un petit peu de ton parcours ? Comment tu en es arrivé là ? Principalement, comment tu es arrivé chez Harley-Davidson Mons en tant qu'administrateur maintenant ? J'ai 48 ans et comment je suis arrivé, c'est une longue histoire. Je faisais mes études de marketing et à cette époque-là, mon père s'est séparé de son frère pour ouvrir sa propre boîte. Et moi, j'étais en dernière année de marketing et je dois remercier d'ailleurs Tonino Malardo qui m'a donné un bon coup de main parce que j'allais plus au cours et j'allais aider mon papa qui était tout seul à la mécanique et moi j'étais seul à vendre les motos. Et à cette période-là, on était importateur de motos Laverda pour toute la Belgique. Des motos qui étaient extrêmement difficiles à vendre. Et donc, Tonino Malardo qui me donne beaucoup d'idées, notamment il a des bonnes imaginations, il me donne vraiment plein d'idées actuellement et dans le passé. D'ailleurs, on va en revenir après avec le Borino, le football, etc. Et alors, donc, mon père était tout seul, moi je l'ai aidé à la vente. J'ai passé mes examens, je les ai réussis sans aller au cours, donc j'ai mon diplôme de marketing et on s'occupait de la marque Laverda qui était invendable en Belgique. Donc déjà là, on s'était dit qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va pouvoir imaginer pour vendre ces motos. Et donc on a fait une coupe Laverda, donc une coupe de motos. On avait des motos identiques, le prix était vraiment accessible, donc tu pouvais avoir accès à la compétition moto à un prix relativement bas. Et ça a commencé à prendre de l'ampleur, on en parlait un peu partout et on commençait à vendre beaucoup de Laverda, on envoyait partout en Wallonie, en Belgique. Ça c'est en quelle année du coup pour bien situer vers les années en 98, 99. Okay. Et là, j'ai travaillé pendant quelques années avec mon père sans salaire. Il faut dire quand on arrive quelque part, il faut quand même faire quelques sacrifices. Et j'ai toujours travaillé avec passion et pour m'amuser. Donc je me dis, je dois travailler, mais il faut que je m'amuse. Et comment je pourrais amuser les autres ? Je me dis, j'ai avec papa, on n'organiserait pas une coupe. Il en avait déjà organisé une auparavant et ça a pris une telle ampleur qu'on a commencé à acheter tous les stocks européens parce que la moto ne se vendait pas. Et on a fait ça pendant 5-6 ans plus ou moins. Et ensuite, on s'est développé en prenant d'autres marques qui étaient Moto Guzzi et MV Agusta. Et ensuite, je voyais que j'avais quand même assez d'aisance pour vendre les motos. Et on s'est retrouvé à être meilleur vendeur Moto Guzzi du Benelux. Donc l'entreprise commence à grandir. Donc papa m'a engagé, on commence à engager un mécanicien, on continue à se développer.
Et ensuite, il y a une faillite du côté de Charleroi pour Harley-Davidson. Donc Harley est venu nous trouver et nous a demandé de poser notre candidature. Donc il y avait plusieurs candidatures. Et donc j'ai dû faire un plan financier, j'ai dû faire tout ce qu'on avait déjà fait, la Coupe Laverda, les ventes du Guzzi. Et on a eu la chance d'être choisi par Harley-Davidson en 2004. Donc à ce moment-là, c'est ton papa et toi? Oui, c'est mon papa et moi qui avons lancé Harley-Davidson à Mons. Mais à ce moment-là, on était multimarque. Et donc, en parallèle à la même période, l'image de la moto à Mons n'était pas très bonne. Il y a eu un salon qui s'est mal passé à Mons. Et on a été, avec mon papa, on était voir le bourgmestre à l'époque, qui était Elio Di Rupo. Et on va lui dire, Elio, écoute, la moto, c'est pas ça. L'image du motard, c'est pas ça. Je lui dis que c'est convivial, c'est une grande famille, c'est vraiment un monde qui lie les gens et c'est quelque chose de très fort. C'est pas le loupard, c'est pas la moto, c'est quelque chose de différent. Et on va organiser nous le salon et on va te montrer que ce que c'est le monde de la moto. Et donc en 2004, on a lancé le Festival de la moto. Et donc la première année, on lance ça. Et comme je vous dis, moi, quand je fais quelque chose, il faut que je m'amuse. Donc je me dis, je ne vais pas faire un simple salon comme à Bruxelles, où on se promène, on voit que les motos. Moi, je veux vraiment m'amuser si je vais à un salon moto. Donc on a fait un festival de la moto qui était totalement différent. Il y avait plein d'animations, il y avait du freestyle, il y avait des motos dans une boule sphérique à 3 dedans. C'était vraiment... Et la première année, on commence et on se dit, si on a 2-3 000 personnes, ça serait... Et dès la première année, on a 7 000 personnes, on était débordés, on n'avait pas assez de sécurité, tout ça. Mais bon, on s'est débrouillé, ça a eu un succès énorme. Et au fur et à mesure des années, on a développé ça jusqu'en 2010, jusqu'en 2012. Après, je l'ai laissé pour un Eurosymbolique parce que j'avais plus le temps de m'en occuper. On a eu jusqu'à 25 000 personnes et on avait une soirée VIP de plus ou moins 700 personnes où on voyait les motos qui passaient au-dessus des tables et tout le monde se battait pour avoir une place à la soirée VIP. Et voilà, donc je m'amusais j'étais passionné, je m'amusais et les gens en redemandaient parce qu'ils s'amusaient également. On avait une parade qui partait sur la place de Mons où il y avait des milliers de motos, il y avait des balades d'enduro, il y avait des shows custom, toutes les marques étaient présentes. Donc quand on allait au Mons Expo à l'époque, on s'ennuyait pas. J'ai arrêté parce que à ce moment-là, Harley commençait à prendre beaucoup d'ampleur. Et en 2010, on nous a demandé de faire un choix. Soit on continue Harley-Davidson, ou soit on continue les motos italiennes en multimarque. Et on a fait un choix, on dit on va se mettre à fond sur une Sormal, sur Harley-Davidson. Et c'est là qu'on a commencé à déménager, à avoir construit notre bâtiment qui est derrière le Décathlon à Coem et qu'on a commencé à développer notre activité dans le zoning de Coem. C'est pour ça qu'on a cette période-là, on a arrêté le festival de la moto parce que j'avais plus de temps à me consacrer. Ok. Donc, je te connais, on se connaît, mais cette histoire-là, je la connaissais pas spécialement. Donc, c'est hyper intéressant, il y a beaucoup de choses à retenir, du coup, beaucoup de questions qui me viennent. Si on reste un peu dans l'ordre chronologique, l'aspect études dans le marketing. À ce moment-là, pourquoi peut-être tu fais tout ce choix de faire tes études dans le marketing, malgré que la dernière année, apparemment, tu vas pas trop et du coup, je sais pas trop ce que tu en retiens, mais globalement, tu retiens quoi un peu de ces études en marketing et du positif, du négatif et que ça tourne autour de quoi à ce moment-là? Parce que mine de rien, c'était avant 98 du coup. Donc ça doit pas être exactement la même chose qu'aujourd'hui, quoique, parce que parfois ça évolue pas tant que ça au niveau des programmes. Mais tu peux nous expliquer un peu? Au fait, au départ, j'ai fait la science en secondaire et je savais vraiment pas ce que j'allais faire quand j'avais 18-19 ans. Je suis en sciences, en latin sciences, je vais faire de la chimie. Donc j'ai été à l'UNIF, j'ai fait chimie, mais bon, la première année, j'y vais et j'étais trop jeune, j'étais immature, donc je rate ma première année, mais la seconde année, j'ai quand même des dispenses. Je me dis, je vais quand même réessayer, mais c'était vraiment pas fait pour moi.
Et mon père, il me dit, maintenant, soit tu choisis quelque chose et tu réussis, soit tu viens travailler avec moi. Et je me dis, déjà quand j'étais petit, mon grand-père, on avait une discothèque, on a eu un café, des fois même à 14-15 ans. Je servais dans le café et je m'amusais à jouer au billard, au kicker avec les clients et j'avais plein de verres. Là, je m'amusais, quoi. Je commence à m'amuser et je me dis, qu'est-ce qui pourrait m'amuser? Le marketing, ça peut être bien parce qu'on peut faire plein d'événements, on peut s'amuser, etc. Et c'est pour ça que j'ai mis un pied dans le marketing. Ça m'a plu et là, j'ai commencé à réussir mes études. Mais du coup, je termine, mais je vais quand même travailler avec mon père. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé quand même à développer le marketing à côté des motos. Okay. Tu retiens quand même beaucoup de choses de tes études en termes d'apprentissage, ou à ce moment-là, c'était plus pour dire de faire quelque chose comme beaucoup de personnes l'ont fait et le font encore aujourd'hui, on va dire. Non, j'ai quand même appris beaucoup de choses au niveau, je veux dire, théorique, que j'ai mis en application après par la suite dans mon travail. D'ailleurs, on a été en Angleterre, je dis avec deux amis, Fabio et Tony, on a été faire un projet d'importer des pièces Brembo. C'est toutes les pièces qu'on utilise dans les compétitions moto. Et même les profs nous ont félicités parce qu'on avait fait un travail exceptionnel et il y avait vraiment un marché pour les plaquettes de frein, etc. Et ça commençait à me plaire et ça m'a servi parce qu'il faut faire je vous dis, quand j'ai présenté mon plan Harley-Davidson, c'est grâce à toutes les bases que j'ai eues pour faire le plan financier, la comptabilité, le marketing. Ça m'a servi dans les années à suivre, quoi. Ok. Et concrètement, du coup, est-ce que tu te souviens de un ou deux apprentissages précis des études qui t'ont vraiment, vraiment servi par la suite, même que tu utilises encore aujourd'hui? Il y a eu certainement des techniques de vente. Comme je disais, tout ce qui est comptabilité, financier, budgétisé avant de... Parce que quand je lance quelque chose, il faut que ça me passionne, il faut que ça me plaise, mais je regarde quand même au niveau financier comment c'est faisable, parce que se lancer aussi dans le vide comme ça ne va pas être toutes ces bases-là, ça m'a vraiment bien servi. Ok. Si tu étais déjà très très attiré par l'aspect événementiel, du coup, depuis longtemps, s'il n'y avait pas eu cet aspect moto qui venait de ton papa et qui arrivait un peu naturellement, tu penses que tu aurais pu faire une carrière, par exemple, que dans l'événementiel? Est-ce que c'est un truc qui te passionne plus que le reste? J'aurais peut-être pu faire carrière dans l'événementiel, mais il fallait vraiment quelque chose qui me plaise ou qui me passionne, quoi. Je ne sais pas si j'aurais fait quelque chose, un événement, et organisé quelque chose qui me plaît pas. Ici, c'est parce que les motos, je suis passionné, le football, je suis passionné. Voilà, je dois faire quelque chose qui me plaît vraiment pour... Oui, j'aurais pu faire carrière, mais pour faire carrière, il est important que je m'amuse, quoi. Ok. La deuxième chose, du coup, que j'ai retenue, c'est l'aspect vente. Donc, tu t'es rendu compte que tu avais des facilités à vendre, ou tu as vite appris des techniques, ou ça t'estime que c'est important, essentiel, que c'était inné, ou que c'est quelque chose que tu as appris un petit peu sur le tas avec ton papa et tout ça? Je pense qu'on peut dire aussi que ton papa, moi personnellement, et j'ai pas vu beaucoup de gens ces dernières années aussi à l'aise, aussi chez lui, on sent que c'est complètement inné, tu vois. Et donc, ça vient peut-être un petit peu aussi de ça. Mon père a une très belle éloquence, il sait très bien parler, il a toujours de très très bonnes idées. Et le côté créatif, le côté événement, ça vient un peu de mon papa. Par contre, pour vendre, il est complètement nul. Voilà. Là, je pense que c'est inné chez moi, c'est venu comme ça. Le plus dur dans la vente, c'est de pouvoir conclure, quoi. Et c'est pas donné à tout le monde, au fait. Et le tout, je veux dire, certains discutent beaucoup, mais au bout, il faut vraiment conclure. Et il y a une petite anecdote qui me fait rire, c'est que voilà, j'étais meilleur vendeur du Benelux pour Moto Guzzi en 2004. Et à ce moment-là, j'ai commencé à faire Harley-Davidson et ils se battaient pour que je sois soit sur le stand Harley ou soit sur le stand Guzzi. Après, j'ai choisi d'aller sur le stand Harley. Guzzi n'était pas content parce que j'étais le meilleur vendeur du stand, quoi. D'ailleurs, la première année chez Harley-Davidson, j'ai vendu la moto la plus chère
du stand, quoi. Ok. Du coup, ce que je retiens par rapport à ton papa, c'est que moi, je le vois comme un bon vendeur parce que je me dis, je le connais comme quelqu'un, Charlet, qui est lié à la vente. Mais effectivement, c'est surtout son éloquence qui marque. Donc, tu peux confirmer qu'il y a une grosse différence entre l'aspect éloquence et l'aspect vente. Comme tu dis, à un moment donné, il faut conclure, quoi. Voilà, c'est deux choses totalement différentes. Et mon père était très fort dans tout ce qui est mécanique. Il faut savoir qu'il a été mécanicien en championnat du monde de Superbike pour Ducati. Il a été aussi champion de Belgique de motocross en Belgique et en Afrique du Sud. Donc, au niveau de la technique, on a toujours été très complémentaires. Lui dans la mécanique, dans la technique, et moi plutôt dans la vente, le commercial et le marketing, quoi. Donc on formait vraiment une bonne équipe. Ok, top. Éloquence, vente, effectivement, un peu différent. J'ai noté d'autres choses, mais je pense qu'on y reviendra un peu après. Donc l'autre moment charnière, du coup, c'est le choix entre le multimarque et se focaliser sur Harley. Oui. Visiblement, il y a eu besoin, entre guillemets, de sacrifice, puisque je ne sais pas si tu étais obligé d'arrêter le festival, tu étais obligé de faire des investissements et de te déplacer, ou je suppose que là, apparemment, le choix il était plus difficile qu'il en a l'air, on va dire. Ben, il a été difficile parce que historiquement, la société Enzo, parce qu'elle s'appelle Enzo Import, Harley-Davidson Mons, c'est la société Enzo Import, on a été connu pour les motos italiennes depuis toujours, depuis même les années 50. C'était difficile de faire un choix entre les motos italiennes qui, je veux dire, la société Enzo, qui a travaillé dans les motos italiennes depuis 1950, puis on est des Italiens, on était ancrés, on était passionnés par ça, et le festival de la moto, il y avait plus de 25 000 personnes qui venaient, il fallait faire un choix, et on a choisi Harley-Davidson pour se concentrer et être les meilleurs dans une seule chose, plutôt que, voilà, à un moment donné, vu la quantité de travail, d'être moyen dans le festival de la moto, d'être moyen pour les motos italiennes et d'être moyen chez Harley-Davidson. On s'est concentré pour être les meilleurs chez Harley-Davidson parce que à partir des années plus ou moins 2000, à partir de 2015-2016, on a commencé à être meilleure concession Harley-Davidson du Benelux, quoi. Donc ce qui prouve que le choix qu'on a fait à ce moment-là était vraiment, vraiment le bon. Okay. Donc tu as l'aspect sacrifice de devoir laisser tomber le festival de la moto. Mais est-ce qu'il y avait quoi qui rentrait en jeu à part l'aspect philosophique de choisir la marque italienne dans laquelle vous êtes implanté depuis longtemps, choisir de renoncer ou pas au festival de la moto, et l'aspect déménagement, par exemple, c'était obligatoire ou c'était un choix supplémentaire, quelque chose d'annexe ou... Non, Harley-Davidson nous disait, voilà, maintenant, il faut choisir et investir et avoir une identité et avoir une concession propre à Harley-Davidson. Okay. Et voilà, on a fait le choix d'investir et on a bien fait de le faire. On avait un petit... D'abord, quand j'ai commencé avec mon papa, avec les Laverdin, on travaillait dans une pièce, quoi. Mon père à la mécanique et moi à la vente. Ensuite, on a loué. On était sur l'avenue Agemap. On avait un petit garage qui était déjà plus important que l'autre. Et après, on a fait vraiment le grand magasin. C'était un peu le Walt Disney pour les passionnés d'Harley-Davidson. D'ailleurs, quand on a ouvert le magasin, ça a vite pris beaucoup d'ampleur. On est passé quasiment du simple au double concernant les ventes d'Harley-Davidson dans la région. Ok. Et ça, rappelle-moi, c'était en quelle année, du coup, 2010 2010, oui. Donc la concession actuelle, elle a sûrement un peu évolué, mais depuis 2010, elle doit être encore proche de ce qu'elle était. C'est ça, oui. Ok, donc j'imagine bien qu'encore aujourd'hui, je veux dire, le lieu il est déjà quand même assez impressionnant. Oui. Donc il y a 13 ans déjà, c'était... effectivement, ça devait être vraiment, vraiment pas mal. On a déjà bien avancé dans la chronologie, mais du coup, on va encore aller vraiment dans le vif du sujet. Chez Harley, du coup, c'était quoi les différentes étapes à mettre en place? Tu avais, je suppose, une grosse ouverture. Après, c'était quoi un peu les étapes de l'évolution depuis 13 ans déjà? Au fait, on a pensé de la même façon.
on va se dire, on fait une concession, il faut pouvoir s'amuser, il faut pouvoir faire des événements. Donc on a fait une structure qui puisse vraiment accueillir beaucoup de monde, qui puisse avoir un bar, qui puisse avoir une salle de réunion. On a fait également une piste à l'arrière pour initier les gens à faire de la moto. Et c'est un concept qui, même en Europe, n'existait pas. Donc on a vraiment été les précurseurs à ce moment-là. Et à l'heure actuelle, vous pouvez regarder tout ce qu'on fait. On fait des concerts, on initie les gens à la moto, on organise plein de choses chez Harley-Davidson. On ne vend pas qu'une moto. Je veux dire, quand on achète une Harley-Davidson, le gars, il vient rêver chez nous. Il vient réaliser un rêve. Mais nous, on ne veut pas que le rêve il se termine là. On continue à faire rêver les gens. D'ailleurs, ici, mon père est parti avec Bertrand Carrois aux États-Unis, avec une équipe d'RTL, pour faire continuer à rêver nos clients. Et on n'arrête pas, on continue à s'amuser, on continue à être passionné et on continue à faire rêver les gens, quoi. Donc, quelque part, le festival de la moto, les motos italiennes, toute l'expérience qu'on a eue, on l'a mis dans un seul endroit, quoi. C'est ça, j'allais résumer un peu ça comme ça. C'est-à-dire, donc tu as ton expérience, tu as des clés que tu as acquises, et donc tu matérialises tout dans une concession quand même, donc on va dire assez exceptionnelle. Je pense que le gros du travail, c'était du coup de penser cette concession, et depuis, c'est simplement, entre guillemets simplement, mais on s'entend, le fait de l'exploiter, donc exploiter tout le potentiel que t'as créé un petit peu, on peut dire que c'est ça. Ouais, c'est vraiment ça. Toute l'expérience que j'ai acquise, on l'a mis vraiment au service d'Harley-Davidson et de l'endroit. Ok. Donc 13 ans d'expérience, maintenant, ce serait difficile à résumer. On va pas s'amuser à faire une chronologie de tous les événements et tout. Je sais pas, pour avancer un petit peu là-dedans, tu pourrais dire qu'est-ce que tu retiens comme les expériences les plus positives, et puis peut-être quelques difficultés que tu as connues et qui t'ont fait avancer, qui t'ont fait avoir pas mal d'apprentissage. Peut-être commencer par l'aspect positif, les plus gros événements, les grandes étapes que tu as eues depuis 13 ans. Les grandes étapes, c'est qu'on a fait de plus en plus d'événements, jusqu'à faire même un concert de Jean-Baptiste Guégan à l'arrière de la concession, en faisant venir beaucoup de personnalités également, parce que les gens aiment bien cela. Et on a organisé aussi des grandes parades, même une parade lumineuse en partant de la place de Mons, en venant jusqu'à la concession. Et chaque semaine, on a aussi des micro-événements avec des soirées à thème, des petits concerts, etc., pour que les gens viennent à la concession, s'amusent, ou simplement, pendant la semaine, quand c'est plus calme, ils viennent parler de leur passion, ils viennent juste boire un café. On a même un club dont Bertrand Carrois est le directeur, avec plus de 300 membres, et ils viennent continuellement, chaque jour à la concession, passer un agréable moment, parce que c'est devenu vraiment un lieu de vie. Mmh. Je sais bien qu'une de tes grandes règles, c'est d'être toujours sur un événement, d'avoir toujours quelque chose un événement qui arrive très bientôt, duquel tu dois faire la promotion. Maintenant, je pense on peut dire qu'il y en a la plupart du temps plusieurs. Oui, c'est vrai. On a une fréquence quand même très forte. Un événement en soi, je pense que c'est pas toujours rentable, dans le sens où parfois je pense que j'imagine que tu fais des événements, tu vas m'expliquer, s'il te plaît. Tu fais peut-être pas mal d'événements où le but c'est d'être à zéro, mais qu'après toute l'expérience complète génère petit à petit des ventes, mais je pense que ça prend aussi énormément de temps de créer tous ces événements. Donc comment tu choisis les événements, je pose beaucoup de questions, le but c'est que tu ailles un petit peu vers où tu veux. Comment tu choisis les événements, je pense que c'est la plus grosse question. Quelles sont tes règles de base pour tous ces événements? Et comment après tu mesures un petit peu l'impact de tout ça, et tu te dis ok, cet événement-là c'était top, il faut le refaire, celui-là peut-être moins, et tout ça. Il y a certains événements qui marchent moins bien. Je regarde un peu comment je pourrais divertir mes clients, mais je prends beaucoup d'enseignements autour de moi. Et je disais, Tony Malardo, je reviens sur lui, il a fait ses études avec moi, il a vraiment beaucoup d'idées. Et alors je discute avec lui de choses et d'autres, et j'essaye de créer, de diversifier. C'est vrai que certains événements sont... j'essaye au minimum d'être à zéro, mais ce sont des investissements, parce que j'ai des retombées indirectes. Les gens ils se disent, on va aller acheter une moto chez Harley-Davidson Mons parce qu'on s'y sent bien, il y a plein d'événements, il y a plein de
plein de choses à faire. Et la preuve en est que on est devenu la première concession du Benelux devant Bruxelles, devant Amsterdam, devant Rotterdam. Et ça veut dire qu'on est dans la bonne direction et que les événements qu'on réalise rapportent. Okay. Donc on parlait effectivement de l'investissement en temps. Le temps, du coup, c'est aussi des ressources humaines. Je pense qu'on peut aller sur cet aspect-là. À la concession, vous employez combien de personnes? Combien de personnes c'est qui gravitent autour des employés pour cet aspect aussi événementiel? Tu peux un peu nous expliquer tout ça? On est 15 personnes, mais je dois avouer que j'ai vraiment du personnel dévoué. J'ai aussi le premier qu'on a engagé, c'est Aldo qui est là depuis le début. Allez, c'est vraiment quelqu'un de fidèle à nous. Et tous ceux qu'on engage, tous ceux qui sont là, ils sont dans la même philosophie. Ils savent bien que voilà, il faut se donner pour l'entreprise, il faut être passionné, motivé, il faut aimer les événements. Et quand tout le monde tire dans le même sens, c'est beaucoup plus facile d'arriver à ses objectifs. Et du coup, tu dis une quinzaine. Ceux qui sont liés aux événements, ça représente combien de personnes en gros? Au fait, on doit être un peu multifonctionnel chez nous. C'est pas qu'on doit avoir un seul poste, parce qu'il y a un département vêtements, il y a un département accessoires, il y a un département vente de motos. On doit être on doit un peu tout faire chez nous, de savoir vendre des motos, préparer un événement ou servir au bar ou s'occuper des invités. Voilà, quand on travaille chez Harley-Davidson, il faut être vraiment polyvalent. Mais il faut que mon personnel aussi puisse s'amuser. Et à partir du moment où le personnel s'amuse, tout le monde s'y retrouve et ils sont contents de venir travailler. Ils travaillent avec le sourire et c'est bien pour tout le monde, c'est bien pour l'entreprise. D'ailleurs, ici, pour les 120 ans d'Harley-Davidson, on ferme du 21 au 26 juin et on part tous à Budapest faire la fête avec Harley. On attend plus de 120 000 motos sur le site, quoi. Top. Toujours au niveau de l'équipe, du coup, tant qu'on est là-dedans, le recrutement, c'est une problématique pour pas mal de monde. Ça va en être une pour nous ici au niveau de l'agence de Line-Up très très bientôt. Tu as quoi comme conseil, ou en tout cas, tu peux nous dire tu cherches quoi en priorité quand tu recrutes, comment tu fonctionnes? Donc tu as une quinzaine de personnes là, mais je suppose que depuis une dizaine d'années, tu en as engagé beaucoup plus. Peut-être un peu de turnover et tout ça. Tu peux nous expliquer un peu ça? C'est de plus en plus difficile de trouver du personnel qualifié. Donc on doit prendre patience, on doit les former nous-mêmes. Mais les mentalités ont vraiment changé. Et moi, j'ai été élevé quand même dans la culture du travail. Le travail était important, c'était ce qu'il y avait en premier. Mais actuellement, je veux dire, la priorité, et c'est respectable, je dis pas, la priorité des jeunes ont changé. C'est d'abord la famille, c'est d'abord ça, et le travail vient en second ou en troisième plan. Donc il faut s'adapter, il faut évoluer, il faut essayer de trouver un juste équilibre. Moi, je continue, j'ai de la chance d'avoir une femme aussi qui est indépendante, qui me comprenne, et ça me permet aussi d'aller aussi de l'avant avec la mentalité qu'on m'a inculquée. Ok. Cet aspect-là, il est quand même intéressant. Parfois, c'est difficile d'en parler, de savoir par quel bout prendre le sujet, mais il y a quand même pas mal de gens qui diraient que c'est normal de penser d'abord aux autres aspects que le travail. Nous, en fait, quand on est entrepreneur, quand on a la passion de l'entrepreneuriat, on a un peu la passion de notre travail, vraiment. Et donc, on le voit un peu autrement que les personnes qu'on a amenées à engager, je pense. Donc, et je pense que ça, visiblement, parce que moi, je suis jeune dans le monde de l'entrepreneuriat et encore très très jeune dans le monde dans l'aspect ressources humaines. Mais j'ai l'impression, d'après ce que tout le monde dit, qu'effectivement, les mentalités, elles changent de plus en plus. Et que c'est parfois difficile de trouver des gens travailleurs, motivés, tout ça. Moi, je me dis que c'est censé... Il y a quelque part quelque chose de normal, dans le sens où on doit moins souffrir au travail qu'avant, un petit peu. Mais je pense que c'est difficile, parfois pour des entrepreneurs, de comprendre les gens qui n'ont pas de feu pour l'entrepreneuriat, et donc un petit peu moins le feu pour l'aspect travail. Je ne sais pas si tu comprends un petit peu, si c'est clair un petit peu la manière dont je m'exprime là-dessus. Mais du coup, la finalité de ça, c'est vraiment une réflexion. Mais c'est donc, je pense que quand on recrute, maintenant, on est obligé de s'adapter un petit peu à ça. Mais je pense que là où tout le monde est d'accord, c'est que toi, quand tu travailles, tu veux t'amuser.
et que l'idée, c'est de faire en sorte que les gens qu'on engage, ils aient un cadre où ils vont aussi s'amuser. Plus ils vont s'amuser, je pense, plus ils vont être performants. Il faut un équilibre, bien sûr, entre le travail, les trucs un peu plus durs, rébarbatifs, et l'aspect amusement. Voilà, je pense que tu es de toute façon dans cette philosophie-là. Mais comment tu fais? Je pense l'aspect diversité du travail, avoir des gens polyvalents qui bossent sur différentes choses, je pense que c'est un truc important et intéressant chez Harley. Tu me rejoins là-dessus? Oui, non, Harley, déjà, la marque est vraiment mythique et beaucoup de gens rêvent de travailler pour Harley Davidson. Donc, ça, c'est déjà quelque part un avantage. Même maintenant, j'ai évolué moi aussi. Bon, à l'époque, voilà, moi, quand je travaillais, mon père, c'était voilà, il faut faire ça. C'était fort directif. Maintenant, il faut se mettre à la place du personnel, essayer de les comprendre. Les manager différemment, voir ce qu'ils aiment bien, ce qu'ils aiment bien faire, où les positionner. Voilà, c'était un management totalement différent d'il y a 15-20 ans. Ok. Tu te sens comment dans ce rôle-là de manager, de chef d'équipe, on va dire? Quelque chose que tu aimes bien ou... J'aime bien parce que j'essaie d'évoluer moi-même, à chaque fois de me remettre en question, quoi. Et j'accepte de qui que ce soit chez Harley ou au football, j'accepte les critiques parce que ça me permet d'évoluer, de me remettre en question et d'aller de l'avant, d'évoluer et d'être plus performant. Ok. Pour un petit peu clôturer l'aspect Harley Davidson, même si je pense qu'on va y revenir en abordant les autres sujets, on avait parlé dans différentes vidéos qu'on a déjà tournées ensemble des gros événements qu'il y a eu ces dernières années. L'avenue de Materazzi, depuis il y a eu l'avenue de Ronaldinho, il y aura bientôt Roberto Carlos. On avait parlé beaucoup de Jean-Baptiste Guégan, on avait fait la vidéo aussi là-dessus. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ces gros événements-là, à quel point ils sont importants et idéalement, tu dois en organiser, je sais pas, tous les 3 mois, tous les 6 mois, un par an. C'est quoi un peu la stratégie et l'idée par rapport à ça? Mais l'idée à la base, c'est que voilà, je suis passionné de moto, je suis passionné de football et je me dis comment on pourrait faire interagir toutes ces passions ensemble. Donc je me suis dit, je vais déjà faire un club d'affaires où je vais réunir tous mes indépendants qui possèdent une Harley Davidson, tous mes partenaires du football et tous les partenaires du vin des champions. Et déjà qu'ils se rencontrent, qu'ils échangent et tout ça. Et ça crée déjà une base commune. Et puis je me dis, maintenant il faut faire des événements communs. Donc qu'est-ce qui pourrait réunir tous ces gens ensemble? C'est des noms. Et moi, je m'occupe avec des associés, avec Tony Malardo et Baptiste Mastrogiovanni, on s'occupe de la partie de vin des champions. Mais je ne bois pas, je ne suis pas passionné de vin, mais de football. Je me dis, oui, avec des noms comme Ronaldinho, avec Materazzi, je peux unir tout le monde. Ici, je vais, juste pour remettre un peu de contexte sur le vin des champions. Oui. Donc le vin des champions, pour réexpliquer un peu le projet, c'est une personne en Italie qui s'associe avec des champions. Donc on a Materazzi, Ronaldinho, beaucoup d'autres, notamment qui ont une carrière en Italie, qui lancent leur propre vin et qui vont après l'exporter un petit peu dans le monde entier, voilà. À travers surtout des événements. Voilà. Et donc vous vous occupez, avec Baptiste et Tonino, de la partie belge, c'est ça? Oui. Du vin des champions. Oui, ce qui nous intéresse à nous, c'est vraiment les événements qui sont liés aux champions. Le vin, pour nous, est secondaire. Et comme, je veux dire, l'ADN de l'entreprise, l'ADN d'Harley Davidson, c'est les événements. Donc on s'est dit, là, il y a une porte à ouvrir pour pouvoir organiser des événements et lier le tout et faire quelque chose de sympa. Bon, mettre Materazzi sur une Harley, lui faire une parade à Mons, là, on a la boucle est bloquée, on a réuni le tout. Nickel. L'événement de Jean-Baptiste Guégan, c'est un peu différent, c'est une opportunité, là, si je me souviens bien, qui s'est présentée. Oui, au fait, dans la vie, c'est toute une série d'opportunités qui viennent à un moment donné. Il y a un client qui est venu et voilà, il avait découvert à ce moment-là Jean-Baptiste Guégan qui n'était pas très connu à l'époque.
Et il me demande un geste sur la moto. Et je lui dis, écoute, voilà, si je te fais un geste sur la moto, tu me fais venir ton poulain. J'ai comme ça, il me chante quelques chansons. Mais à ce moment-là, il n'était pas, il était pas très connu, quoi. Et tout s'est enchaîné. Il y a eu la mort de Johnny. Il a commencé à être sous les feux des projecteurs. Il est passé à TF1 et il est arrivé chez nous. Il y a eu des milliers de personnes et voilà, on a eu cette opportunité-là et on a eu, parce qu'il faut aussi un peu de chance, on a eu un peu de chance et ça a créé un super événement, une super notoriété. Et il est venu chanter quelques chansons chez nous et c'était fabuleux, quoi. C'était la folie. Tous les fans de Johnny étaient là. Les fans de Johnny en Harley, sans Harley, tout le monde était présent, quoi. Top. Le tout dernier truc sur les événements, comment tu fais justement, donc là tu as expliqué un petit peu cette partie-là, mais pour terminer un peu la question, comment tu fais le tri, tu essaies d'avoir des événements les plus pertinents possibles pour avoir quand même un maximum de monde qui sont susceptibles d'acheter des motos, donc peut-être qui sont déjà un peu intéressés par Harley, déjà un peu intéressés pour la moto. Comment tu fais un peu le... Je vous dis, en faisant les événements chez Harley, en faisant le business chez Harley, j'ai veillé même chez beaucoup d'indépendants, chez des personnes qui n'auraient même jamais pensé acheter une Harley Davidson. En découvrant le monde Harley, j'ai vendu des motos à des personnes qui n'avaient jamais pensé en acheter une, quoi. Donc à ce moment-là, c'est faire rentrer un maximum de monde dans l'expérience, dans ce monde-là, pour qu'après, ils deviennent des clients potentiels alors qu'il était peut-être pas, peut-être pas avant. Donc c'est ça aussi qui est assez exceptionnel, on va dire, de réussir à faire ça, quoi. Oui, et je leur propose même je leur offre même des initiations moto en Harley Davidson, quoi. Je dis qu'ils passent une journée complète chez moi, il y a le théorie, la pratique, ils apprennent à rouler en moto et après, voilà, s'ils accrochent, s'ils prennent goût, tout est gagné, quoi. Ils vont acheter une nouvelle moto, ils vont faire partie de la grande famille Harley Davidson et voilà comment j'arrive à réunir un peu le tout pour que l'entreprise prospère le mieux possible. Top. Il y a le dernier aspect autour d'Harley Davidson, je pense que c'est l'aspect vente, conseil de vente. Je te propose qu'on le mette de côté, qu'on y revienne plus tard, qu'on passe à l'aspect foot. Donc tu dis, ce que tu veux, c'est t'amuser. Oui. Du coup, une des manières de t'amuser, c'est ça, d'être président du club du FC Flénu. Il y a aussi un objectif social, il y a aussi un objectif pour le village dont tu es originaire. Tu peux expliquer rapidement comment ça s'est fait, ce que t'en tires et pourquoi tu fais ça au quotidien aussi? Au fait, je n'avais jamais pensé être président d'un club de football. Mais à l'époque, quand l'ancien président a décidé d'arrêter, le club était orphelin de président et voilà, j'ai été sollicité et j'ai dit oui parce que j'ai grandi là, j'ai joué avec tous mes amis sur le terrain de foot de Flénu, tous mes potes étaient là et voilà, je me dis je peux pas laisser autant de jeunes à la rue, autant de bénévoles qui tiennent à ce club-là, je peux pas le laisser à l'abandon et c'est parti de là. Si c'était un autre club, je pense pas que je l'aurais fait. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à voir comment on pouvait créer des liens aussi avec Harley Davidson, quoi. Top. Aujourd'hui, c'est quoi un peu ton rôle au sein de Flénu? C'est le rôle de chef d'équipe, un peu comme chez Harley, ou tu vois ça comment J'ai la chance, comme chez Harley Davidson, d'être entouré vraiment d'une équipe de bénévoles vraiment hors pair. Puis toute une série d'amis qui sont passionnés aussi de football, qui sont soit dans la cellule sportive, d'autres dans le conseil d'administration et dans le comité. Et on forme vraiment une famille, quoi. Il y a des amis d'enfance qui sont là, il y a tous des gens que je côtoyais même quand j'étais petit, qui s'impliquent dans le club. Je revois des amis d'enfance, je revois des amis à mes parents à moi, voilà, je retrouve tous des anciens amis, connaissances, et j'ai su réunir quasi tout le village autour du club de Flénu et créer quelque chose de particulier où c'est devenu le rendez-vous du village. Et j'essaie aussi de m'amuser, de créer de nouvelles choses. C'est ça, je fais encore appel à Tony, etc. Je lui demande un peu les idées.
c'est là alors je lui dis, écoute, on va jouer contre le CS de Jemappes, ils ont le même code postal, trouve-moi quelque chose, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc il m'a sorti, écoute, ils ont le même code postal, ça serait bien de mettre Kielvret 7012 et de créer JB, trouve-moi un nom. Et c'est de là qu'est venu le fameux Borino. Alors que ça commençait à m'amuser, je commençais à m'amuser, et puis les résultats commençaient à suivre, j'ai pris goût, et je me dis, bon, maintenant il faut y aller, et on se trouve aujourd'hui en D3 amateur, quoi, en s'amusant, et bon, c'était pas prévu, mais on est très heureux d'être là actuellement. Tu parlais de réunir beaucoup de gens au village, tu as aussi l'aspect des autres clubs locaux, des autres clubs de sport de Flénu, qui rejoignent un peu, vous formez aussi un groupe à ce niveau-là. C'était important aussi cet aspect-là? Oui, parce que à Flénu, je ne sais pas ce qui se passe, il y a de la potion magique, mais voilà, on a un club de basket qui est dirigé par Sébastien Coquelet, qui est monté l'année dernière, qui est bien structuré, qui a beaucoup de jeunes, qui a aussi tout un engouement, qui est en national, et il y a aussi le mini-foot, qui est présidé par Fabio Ricoben, qui est aussi en Ligue et en National 1. Donc je me dis, je vais réunir tout le monde et il faut qu'on fasse des choses ensemble. On est en train de se voir et voir comment on peut améliorer nos situations respectives, comment on peut organiser des événements communs, comment faire évoluer le village encore mieux et ensemble. Parce que moi, je me dis, j'essaie de fédérer un maximum de personnes parce qu'ensemble, on est toujours beaucoup plus fort et on va toujours plus loin. Aujourd'hui, au niveau football, du coup, il y a quand même énormément de fusions à travers le temps. Ici, la question, c'est pas de parler avec qui Flénu va fusionner un jour ou l'autre, mais c'est plutôt par rapport à l'aspect multiclub. Les fusions, en général, c'est pour regrouper des forces, parce que souvent, il y a des faiblesses de part et d'autre. Ici, on va juste pas parler de faiblesses, parce qu'on est sur 3 clubs forts qui sont tous les 3 même en stade d'évolution. Il y a aussi la possibilité, entre guillemets, vraiment d'avoir ce groupe entre 3 clubs, d'avoir de l'aspect multisport et tout ça. C'est quelque chose que, je sais pas, vous envisagez, qui est possible, ou comment tu vois ces choses-là. Je prends, pour terminer ma question, l'exemple de pas mal de clubs de foot qui s'associent vraiment avec des clubs de futsal, notamment pour proposer des choses en termes de formation et avoir plein d'autres possibilités au niveau business, commercial et tout ça. Moi, je dis que il faut s'unir, il faut faire, il faut discuter, il faut échanger les idées. Et en ce qui concerne le mini-foot et le football, c'est 2 disciplines différentes, mais il y a très bien des joueurs de mini-foot qui pourraient être très forts en herbe et inversement, et trouver même des synergies. Parce que moi, donc on est encore en amateur, mais j'ai des joueurs qui jouent aussi bien à Flénu qu'au foot à Flénu. Donc tout est compatible, et quand je vois aussi dans la région de Mons, les Francs-Borins sont montés, Mons est monté, Flénu est monté, Jemappes est monté, et je pense qu'on doit tous collaborer ensemble pour faire monter la région, et faire monter la qualité des joueurs, parce qu'il y a quand même un vivier assez important. Je veux dire, il y a peut-être des jeunes qui n'ont pas le niveau de jouer en National 1 ou en D2 amateur, qui pourraient commencer en D3 chez nous, et des très bons jeunes qui pourraient aller très bien jouer à Mons. Je pense que il faut collaborer, et en collaborant, je pense que toute une région peut monter ensemble, quoi. Top. L'aspect foot, on va le clôturer, je voulais pas en parler parce que je suis Juventus, mais l'aspect, t'es supporter aussi de l'Inter, donc on peut dire que tu vas aller voir la finale, du coup, c'est sûr, ou la finale de Ligue des Champions? C'était pas prévu, parce que voilà, j'ai vu un peu, c'était pas prévu, et j'ai eu un coup de fil d'un client à qui j'ai rendu un ou l'autre service, parce qu'il m'a acheté une moto, et qui fait partie des indépendants Harley. Il me dit, écoute, j'ai envie de te faire plaisir, c'est un Turc, il a des bonnes relations à Istanbul, il a dit, voilà, tu viens, je t'invite, tu viens voir la finale de la Champions League avec moi. Le seul inconvénient, c'est que tu seras dans les supporters de City, mais je dis, il n'y a pas de problème, c'est qu'un détail, mais voilà, ça m'a touché, j'étais vraiment très heureux de pouvoir... je suis très heureux de pouvoir assister à la finale ici le 10 juin prochain. Top. Bon match, et on s'arrête là-dessus. Le dernier sujet, avant de revenir un peu à la vente et tout ça, c'était l'aspect équilibre, famille et pro. Là,
Donc, t'es entrepreneur déjà, c'est costaud en termes d'emploi du temps. T'es dans l'événementiel, puisque avec Harley, vous faites énormément d'événements. Donc, c'est beaucoup de temps de préparation. Et puis, les événements, souvent des soirées, beaucoup de choses. Comment tu combines ça avec l'aspect familial ? Est-ce que c'est parfois difficile ? Est-ce que tu as vraiment trouvé un équilibre ? Je pense que c'est un sujet pour beaucoup de gens et encore plus pour toi. Donc, je me dis que si tu sais nous donner des conseils là-dessus, ça peut être valable pour énormément de monde. Voilà, comme je disais tout à l'heure, les priorités ont changé et je veux dire, je me remets toujours en question et c'est vrai que l'aspect familial est vraiment très important pour moi. Et je veux dire que j'ai de la chance d'avoir une femme qui me comprenne. Mais j'essaye au plus en plus de... Voilà, j'ai vraiment des bonnes équipes autour de moi. Et j'essaie, parce qu'il faut savoir faire confiance aux gens, il faut savoir déléguer. Et ce que j'essaie de mettre en place, c'est de m'entourer de bonnes personnes, humainement tout d'abord, et des personnes compétentes qui puissent gérer sans que je sois obligatoirement là, et que je puisse consacrer aussi du temps, de plus en plus de temps à ma famille, qui doit être quand même une priorité parce que c'est l'essentiel et c'est la base de tout. Si on est bien au niveau familial, le reste peut suivre d'autant plus facilement. Okay. Donc l'idée, c'est de dégager du temps en étant bien entouré dans un premier temps. Après, il y a aussi, je pense, pour pas mal de monde, la problématique un peu financière, tu vois, de se dire j'ai l'occasion, quand j'ai le temps de partir en vacances ou pas, ce genre de choses, c'est aussi un peu important. Si on peut aller vraiment dans le concret, tu vois, est-ce que tu sais nous dire, je sais pas, je pense que tu pars pas tellement en vacances parce que tu as énormément de travail tout le temps, par exemple. Tu nous dis si tu n'as pas envie vraiment de développer certaines choses, il n'y a vraiment aucun souci, mais concrètement, ça se passe comment ? Je pars en vacances tous les mois, tous les 6 mois, je profite à fond, c'est quoi un peu le plan, on va dire ? J'essaie d'atteindre mes objectifs. Parce que tous les mois, donc j'ai un rapport de mon comptable pour voir un peu comment on fonctionne et pour pas culpabiliser de partir en vacances. Si mes chiffres sont bons, mes chiffres sont bons. Maintenant, parce que j'adore partir en vacances en famille, profiter, voyager. Voilà, j'aime bien, mais j'essaie de me donner à fond pour atteindre mes objectifs et partir en vacances sans culpabiliser, quoi. Donc c'est ça l'impôt d'avoir fait le travail qui soit accompli et que je puisse partir l'esprit tranquille. Quand j'atteins pas mes objectifs, je pars pas. Je partirai le mois prochain si le mois est meilleur pour partir sereinement. Ok. Je pense que c'est un bon tip, c'est un peu qu'on a su un peu ressortir de ça. Du coup, maintenant, j'aimerais bien aborder un peu l'aspect vente. Donc, tu estimes que déjà au début de ta carrière, tu étais bon pour ça. Je suppose qu'aujourd'hui, tu dois l'être encore plus. Vendre des motos et vendre d'autres choses, c'est différent, mais je pense qu'il y a quand même des conseils qui peuvent être adaptés à tout le monde. Je sais pas si tu avais 1, 2, 3 conseils à donner en termes de vente. Qu'est-ce que tu pourrais dire ? Au-delà des techniques de vente traditionnelles, c'est que une de mes principale valeur, c'est d'avoir toujours été honnête avec les gens et de dire la vérité. Même si j'ai un problème, si j'ai un problème avec une moto, si j'ai un problème d'après-vente et tout ça, j'ai toujours été honnête et en disant la vérité, les gens commencent à avoir confiance en toi au-delà des... Voilà, j'ai cette facilité de vendre et tout ça, mais l'essentiel n'est pas de vendre, c'est assurer un service après que les gens aient confiance en toi et qu'ils reviennent acheter une 2e, 3e, 4e, une 10e moto chez toi. Et donc, à partir du moment où tu as vendu la première et que tu sais assurer un service, être honnête et dire la vérité, le reste coule de source automatiquement. Okay. C'est pas le tout d'avoir les bases, d'avoir le don de pouvoir vendre et de faire du one-shot, c'est de pouvoir assurer une honnêteté, un service après. Top. Ça fait un conseil, 1 ou 2 en plus ou pas? C'est difficile à... Quel au-delà conseil des conseils, au-delà des, comme tu dis, des techniques de vente traditionnelles, même les techniques de vente traditionnelles, tu vois, je pense que pas mal de gens diraient des choses différentes si on leur demande c'est quoi la technique de vente traditionnelle. Mais je pense que l'honnêteté, c'est hyper important, comme tu dis. L'aspect service, donc au final, tu en as donné un petit peu 2.
On en cherche un petit troisième. Ben, ce que je fais, c'est que je pose des questions, beaucoup de questions ouvertes. Ouais. J'essaie de comprendre, de mettre à la place de la personne qui est en face de moi et d'analyser vraiment ses besoins. Et quand j'ai compris quels étaient ses besoins, par exemple, si j'ai une personne qui fait 1m60, 1m65, je ne vais pas lui vendre une moto où il ne va pas toucher la tête. C'est le bête exemple, mais je vais plus loin dans la compréhension de la personne que j'ai en face de moi pour qu'il soit vraiment satisfait de son achat. J'essaie de savoir aussi donc ses besoins, mais aussi de son budget. Et donc, à partir de ce moment-là, on arrive à déceler les besoins et le budget, et qu'on arrive à matcher les deux, ben, la vente, elle va se faire. Top. Nous, aussi pour vendre nos services, c'est la première chose sur laquelle je dois insister, l'aspect comprendre les besoins. Le client, forcément, il doit nous faire comprendre ses besoins pour que ça aille vite et que ça se passe bien. Et pourtant, parfois, on a l'impression que c'est difficile. Pas parce que les personnes ne savent pas s'exprimer, mais parce qu'on est dans un process de vente et donc ils ne sont pas forcément hyper ouverts. Ils font un petit peu attention. Et tu vois, il y a un petit peu cette barrière-là. Donc toi, je pense que l'aspect expérience, événement et tout ça, ben, de base, ça casse cette barrière pour une partie de la clientèle. Maintenant, si tu te retrouves face à quelqu'un où tu sens qu'il y a un petit peu ce truc-là, de je veux acheter une moto, mais en même temps, je me méfie, comment je sais pas, il y a des petites... Mais moi, j'apprends toujours, parce que j'aime bien l'être humain, j'aime bien partager avec les gens, tout ça. Donc, au-delà de l'aspect de pouvoir vendre une moto, j'essaie de connaître la personne. Je lui offre déjà une tasse de café. Quand on a une tasse de café, on discute plus facilement de choses et d'autres. J'apprends à connaître la personne et puis tout vient naturellement. Mais ce qui est important, c'est d'avoir du respect pour et pas vouloir que vendre une moto et c'est tout. Il faut essayer d'apprendre à connaître la personne en peu de temps qui est en face de toi. Top. Au niveau de l'aspect communication, marketing, un peu aussi au sens large. Donc nous, on s'est connus notamment parce que tu as fait appel à nous pour la communication, la gestion des réseaux sociaux et tout ça du club de Flénu. Donc assez tôt dans l'évolution du club, tu as cherché un partenaire professionnel pour ça. On a fait quelques collaborations pour Harley-Davidson, mais pour l'instant, pas encore de projet à fond. Mais tu débrouilles hyper bien de ce point de vue-là. Surtout, tu as des résultats de fou sur certaines vidéos. Mais c'est quoi un peu ton regard par rapport à ça? Et comment c'est toi qui t'en as occupé, je pense, sur la longueur, en tout cas principalement toi, pour Harley, alors que ça évolue beaucoup depuis des années. Je sais pas comment ça s'est passé, cette évolution-là. C'est parce que toi, tu es alerte sur tout ça, tu te formes, tu consommes du contenu sur les réseaux sociaux, donc tu sais un petit peu ce qui fonctionne. Tu peux nous expliquer un peu ça? Ben, j'essaie de faire au mieux. Je suis pas un professionnel. J'ai appris comme ça. Et même dans mes publications, j'essaie de faire au mieux. Mais j'essaie de faire au mieux. C'est vrai que j'ai eu des résultats incroyables. Je suis même incapable de dire comment c'est possible. Des millions de vues sur certaines vidéos qui sont totalement basiques. Là-dessus, du coup, je te coupe aussi, juste pour remettre un peu de contexte pour ceux qui ne savent pas trop. Donc, il y a pas mal de vidéos où c'est le client qui découvre sa moto. Donc les motos Harley-Davidson, c'est des gros packs en bois qui sont à ouvrir. On dévoile après la moto, on l'essaye. Et donc toi, l'idée, c'est de filmer un maximum les gens et de découvrir vraiment l'émotion à ce moment-là. Et donc il y a eu effectivement quelques vidéos ces derniers mois avec vraiment des millions de vues, quoi. Alors que techniquement, c'est facile, c'est toi qui filmes, tu fais un petit peu le tour des personnes. Et voilà. Ben, c'est parce que c'est encore l'humain, hein. Je veux dire, on est tous, je veux dire, les hommes en général, on reste des enfants, on est des gamins, et ils viennent découvrir leur moto, c'est comme un jouet, c'est une boîte qu'ils découvrent, c'est émotionnel, il y en a certains qui pleurent, et voilà, c'est comme quand on est enfant, quand on déballe notre jouet, ben, la Harley-Davidson, c'est la même chose, on réalise un rêve, on le déballe, et je pense que ça touche les gens, ça émotionne les gens, et on arrive à des résultats incroyables. Et en ce qui concerne le football, voilà, je voulais
Je voulais changer l'image des petits clubs de provincial. Quand je suis arrivé, ils m'ont pris un peu pour un fou. Je dis ouais, on va être attendu partout, on parle trop de nous. Quand on va jouer contre nous, il va y avoir des dents jusque par. Et donc j'ai voulu m'associer à Line-Up. Vraiment, parce que je ne peux pas le faire moi-même, je n'ai pas le temps de le faire. Et je me dis, je vais m'associer à des professionnels et je veux montrer l'image familiale de Flénu, la belle image et tout ça. Et voilà, ils me disent, et c'est comme ça que j'attire de nouveaux partenaires. Il y a beaucoup de visibilité et je trouve de plus en plus de partenaires parce qu'ils s'y retrouvent à Flénu, c'est familial et grâce à ce que vous mettez, grâce à Line-Up, grâce au contenu, etc., ben, les gens en parlent. Les partenaires viennent de plus en plus nombreux et on essaie d'accentuer sur l'esprit familial qu'on ne retrouve pas dans les grands clubs. Et ça, je voulais vraiment montrer cette image-là de Flénu tout en restant professionnel maintenant. Ils me disent bah, « t'avais raison, c'est vrai, t'avais raison, il fallait faire ça. » Et maintenant, je vois qu'il y a d'autres clubs qui commencent à suivre un peu ça, quoi, la tendance. À ce niveau-là, du coup, ça va faire un peu contenu publicitaire, c'est pas vraiment le but, mais le but du podcast. Mais donc toi, tu as fait ça assez tôt. Je pense que la réussite du projet de collaboration entre Flénu et Line-Up, ça joue en plusieurs temps. C'est que d'abord, par rapport au contenu concret, il y a d'abord un enjeu d'image où créer du contenu professionnel, ça donne une image plus pro et meilleure du club. Après, tu as l'aspect notoriété, où le fait de bien travailler là-dessus, dans un club qui vit et qui fonctionne bien, il y a de plus en plus de monde qui voit les contenus, la communauté qui grandit, et ces deux choses-là font que tu as une arme en plus pour trouver des partenaires ou développer les budgets des partenaires existants. Et du coup, pour terminer cette parenthèse-là, je prends souvent quand même, quand je parle avec des clubs, je prends souvent l'exemple des Francs-Borins, où quand on a signé là-bas, il y a eu une conférence de presse, on a été présenté Line-Up en tant que nouveau partenaire pour la communication, et en même temps, à côté de nous à table, on présentait le nouveau commercial du club. Donc il n'y a pas de commercial à temps plein à Flénu, parce que c'est pas encore une structure de cet ordre-là, on va dire, mais il y avait cette idée de lier vraiment la communication et l'image à l'aspect commercial, et c'est un truc qu'on essaie de faire comprendre à tous les niveaux. C'est possible. Après, il ne faut pas forcément faire appel à nous pour être pro et avoir une image pro et une bonne notoriété. Mais voilà, ça peut aider, nous, d'autres professionnels. Voilà. Donc, je pense que Flénu l'avait bien compris, Francs-Borins l'ont bien compris. On voit que c'est des clubs qui évoluent bien et c'est important. On est fiers aussi quand on voit que les clubs, les montées sportives, c'est quelque chose d'exceptionnel et de super intéressant. Mais surtout, on voit que les structures, elles évoluent et qu'on a aussi nous-mêmes misé sur les bons projets. Donc encore bravo déjà pour l'évolution du club, félicitations encore pour la montée. C'est gentil. Parce que du coup on remet du contexte. P2, P1 et directement la D3 amateur, donc à la saison prochaine. On s'y attendait pas. Au fait, j'ai repris le club en cours en 2018-2019. Mais on n'avait pas fait le noyau. Mm-hmm. Et donc, j'ai commencé à reprendre en 2019. 2020, on a été arrêté par le Covid. Ensuite, on a repris, on a fait que 5 matchs, arrêté par le Covid. Donc, c'était l'année dernière qu'on a fait une saison pleine et on a été champion avec 78 sur 90. Mm-hmm. Et ici, la deuxième saison, on fait un tour final exceptionnel. On a mis 15 goals, on en a encaissé à peine 3. Et on se retrouve en D3 alors qu'on jouait le maintien. C'est un truc... Il y a toute une énergie positive qui s'est mise autour du club, que ce soit supporters, bénévoles, joueurs, staff. Il s'est créé quelque chose et on se retrouve là en D3. Et c'est vraiment une belle aventure, quoi. Et là-dessus aussi, du coup, je clôture là-dessus, mais l'aspect com, j'essaye de le faire comprendre, mais tout le monde n'est pas d'accord. Mais l'aspect com, par exemple, au club de manage, on a un club très familial. Les gens le savent parce que le bouche-à-oreille fait que, comme dans n'importe quelle activité. La presse dit souvent que le club est familial, mais aussi la presse dit souvent que le club est familial parce que les joueurs le disent, parce qu'au niveau de la com, on l'appuie au maximum. Maintenant, je pense que c'est un bon exemple, qui est club qui est en D3 amateur, avec qui on bosse depuis aussi des années. Flénu, au final, on arrive aussi à ces choses-là. C'est qu'à un moment donné, un joueur, il sait que le club est pro, c'est pro, on se comprend, hein.
il sait que le club est bien structuré, il sait que le club est familial, il sait que c'est intéressant d'aller jouer là-bas. Ben c'est un tout, c'est le projet d'abord, mais après la manière dont on le communique. Je pense qu'à tous les niveaux c'est intéressant et que c'est cool de le rappeler. Je pense qu'on arrive au bout, on a quand même fait évoqué pas mal de sujets. J'en ai renoté 2-3, mais avant de t'en parler, est-ce que toi tu vois quelque chose qu'on pourrait ajouter à la discussion par rapport au sujet qu'on a déjà évoqué? Je pense qu'on a fait on a déjà pas mal un bon petit tour. On a fait un bon petit tour, mais j'ai rien qui me vient à l'esprit pour le moment. Nickel. J'avais noté Tonino Malardo, du coup, tu Ouais. l'as cité plusieurs fois. Ouais. Donc je savais pas que vous vous connaissiez depuis les études. Bah, ça me fait penser un peu au thème des personnes ressources en général. Bah, ça par exemple, lui, donc c'est pour l'aspect donc marketing. Je suppose que vous vous complétez bien et que c'est quelqu'un donc hyper créatif et qui a toujours des idées pertinentes sur différents sujets. Ouais, comme je dis, je demande à beaucoup de personnes, mais lui vraiment a des idées toujours très originales. Et j'ai besoin de m'inspirer, de discuter avec les gens pour trouver la bonne idée, la bonne perception. Et c'est vrai que je m'appuie souvent sur lui parce qu'il a vraiment d'excellentes idées, quoi. Tu as d'autres personnes ressources dans d'autres secteurs que tu pourrais citer, toujours dans l'idée de se dire on a tous besoin, je pense, de personnes ressources. Par exemple, toi, t'en es une pour Line-Up, pour moi. On se voit régulièrement ici pour faire un peu le point sur tes projets comme sur les nôtres. Ben, tu es quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience que moi. C'est toujours hyper intéressant de discuter avec toi. Tu en as d'autres aussi, que ce soit à ton niveau, entre guillemets, au niveau au-dessus, à qui tu peux demander conseil. J'en ai pas, à part Tony, c'est pas que j'en ai en particulier, c'est que voilà, la vie elle est faite de rencontres. Et je discute beaucoup avec les gens, je m'inspire des gens qui ont beaucoup d'expérience et ça ouvre, à certains moments, ça ouvre des portes, ça t'ouvre l'esprit, ça t'ouvre les idées. Je pense qu'il faut s'ouvrir aux autres, discuter et une personne ressource, ça peut être n'importe qui. Donc voilà, c'est comme ça que j'avance souvent dans tout ce que je fais. Top. La toute dernière question du coup. Si tu devais retenir un conseil que tu as reçu dans ta vie, ça peut être enfant, ça peut être pendant les études, ça peut être pendant le parcours d'entrepreneur, un conseil que tu as envie de partager, ce serait lequel? Un conseil, c'est qu'il ne faut jamais abandonner. Parfois, voilà, on a des désillusions et voilà, quand on a des illusions et que ça ne marche pas, tout ça, il faut se remettre en question, mais il faut se remettre en question, ne plus faire les mêmes erreurs, mais il ne faut jamais abandonner, quoi, parce que c'est trop facile. En général, ceux qui réussissent, c'est ceux qui n'ont jamais abandonné et qui ont à chaque fois été au bout de leurs idées, de leurs pensées, de ce qu'ils voulaient faire, de leur vie. Chacun, on est tous différents, on est tous passionnés par quelque chose. Mais il ne faut jamais abandonner, même quand on a des embûches, même quand c'est difficile. Je pense que quand on y croit jusqu'au bout, on peut y arriver. Top. Écoute, merci beaucoup pour cet entretien. Je pense que c'était hyper intéressant. Beaucoup de choses que même en discutant souvent, on ne prend pas forcément le temps de discuter 1 heure non plus. Ou alors on discute de bêtises comme l'Inter et la Juve. Mais donc c'était hyper intéressant. Encore une fois, merci. Avec plaisir. Ça t'arrive souvent d'avoir des discussions comme ça où tu as l'occasion de vraiment retracer un petit peu ton parcours? C'est un truc que tu as apprécié aussi, qui était intéressant pour toi? Non, c'est intéressant pour moi parce que je suis quelqu'un à la base d'assez discret. Voilà, j'aime pas trop de me mettre en avant alors que voilà, ça se fait souvent en ce qui me concerne. D'ailleurs, quand je dois prendre la parole, généralement je donne le micro à papa parce que j'aime pas, je dois le faire parce que voilà, il faut le faire parce que c'est comme ça, on est obligé, à l'heure des réseaux, on est obligé de le faire, il faut le faire. Mais je veux dire, non, j'ai pas l'occasion. Et je trouve que c'était vraiment intéressant et enrichissant. Top. Merci beaucoup. Ce que je propose un peu aux invités aussi, c'est que je sais qu'on se revoit régulièrement, et donc de refaire un peu le point sur certains projets petit à petit, que ce soit au niveau d'un podcast, ou sur des plus petites vidéos, ou même sur d'autres types de contenus. Donc je pense de toute façon, je peux te dire à bientôt. Okay. Et encore merci pour cet entretien. Avec plaisir.